Vous connaissez cet homme? Il est très connu en France. Il était ministre des Comptes publics entre 2017 et 2020, ensuite ministre de l'Intérieur entre 2020 et 2024, et depuis quelques mois, il est garde des Sceaux et ministre de la Justice. C'est bien sûr Monsieur Gérald Darmanin, il est aussi ministre d'État. Alors vous savez, il a plusieurs origines, arménienne, algérienne, maltaise, tunisienne. Bref, c'est un sacré melting pot et c'est aussi une sacrée réussite dont il peut être très fier. En plus, il est diplômé d'études politiques à Lille et on voit qu'il est assez diplomate dans ses prises de position car il a une grande ambition, c'est peut-être de devenir le prochain président de la République et pour cela, il semble être prêt à tout. Alors, les Algériens le savent, il a un deuxième prénom, il a même 3 prénoms, donc il s'appelle Gérald, Moussa et même Jean. La particularité qu'a monsieur Gérald Darmanin, c'est que parfois, il se rappelle qu'il a des origines algériennes et en plus il est de la même région que moi, c'est-à-dire la région de Chlef. Donc on a ce point commun là, mais apparemment ça s'arrête là. Mais on va pas parler de moi, l'idée c'est de parler de monsieur Gérald Darmanin et je vais vous parler d'un autre homme dans l'histoire de France qui est très connu aussi, en tout cas les anciens le connaissent, c'est Georges Mandel. La particularité qu'a Georges Mandel et le point commun qu'il a avec monsieur Gérald Darmanin, c'est qu'il n'a pas assumé la totalité de son identité. Vous savez que Gérald Darmanin ne dit pas qu'il s'appelle Moussa Darmanin. De temps en temps, il l'évoque, mais c'est pas ce qui ressort des sites du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. C'est un peu la même chose avec Georges Mandel à son époque. Monsieur Georges Mandel a changé de nom, ou plutôt il a pris le nom de sa maman. Son vrai nom, c'est Louis Rothschild. Oui, Louis Rothschild. Alors, l'autre point commun qu'il y a entre Gérald Darmanin et Georges Mandel, c'est que tous les deux ont été ministres de l'Intérieur. Avant d'être ministre de l'Intérieur, Georges Mandel a été le confident, le chef de cabinet du grand Georges Clemenceau, le fameux Georges Clemenceau, le victorieux de la Première Guerre mondiale, celui qui a imposé son diktat à l'Allemagne en 1918-1919 au moment du traité de Versailles. Et il a suivi longtemps le grand Georges Clemenceau. Ensuite, dans les années 30, il a été ministre des PTT et il a fini ministre de l'Intérieur. Alors pourquoi je vous parle de ces deux grands personnages de l'État français? C'est que tous les deux ont un petit défaut, c'est qu'ils, parfois, ils font dans l'excès de zèle. Vous savez que monsieur Gérald Darmanin a publié un livre sur le séparatisme. En clair, il veut que la République soit une et indivisible et les musulmans, ou plutôt la pratique religieuse des musulmans, doit rester dans l'espace privé. C'est sa position philosophique et il l'assume, même s'il avait un grand-père maternel musulman, il est catholique, il est baptisé catholique, il était dans une école catholique. Georges Mandel, lorsqu'il était chargé des colonies, il a réprimé durement tous les mouvements nationalistes au Maghreb, notamment les mouvements politiques algériens, à la tête desquels il y avait le grand Messalil Hadj. Et comment a fini monsieur Georges Mandel? Ah, c'est une question à un dinar. Le 7 juillet 1944, à la fin de la guerre, on était, allez, à 50 jours de la libération de Paris. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de voir la libération de Paris car il a été exécuté 16 balles dans le dos dans la forêt de Fontainebleau. Eh oui, le 7 juillet 1944. Alors par qui? On dit par la milice. La milice, c'était, on va dire, les agents
de la collaboration du maréchal Pétain, c'est-à-dire la police française, eh oui, la même police dont il était le chef 4 ans avant. Ironie du sort. Vous imaginez un ministre de l'Intérieur qui se fait assassiner froidement et lâchement par 16 balles, des balles qui viennent de miliciens, c'est-à-dire d'anciens policiers, d'anciens truands, qui étaient aux ordres du maréchal Pétain, qui avait les pleins pouvoirs depuis le 10 juillet 1940, dans un casino de Vichy. Vous imaginez le destin de la France le 10 juillet 40 s'est joué dans une salle d'un casino à Vichy. Vous savez, parfois la France, elle joue avec la chance ou la malchance. En tout cas, Georges Mandel, donc Jean Rothschild, a été assassiné par ses propres éléments dont il était le chef. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Dans la vie, il faut être calme, il faut bien réfléchir, il faut pas faire dans le zèle ou l'excès de zèle. Il faut lire l'histoire de France. Là, je m'adresse au ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est bien d'étudier la science politique, mais c'est encore mieux d'étudier l'histoire de vos précurseurs au ministère de l'Intérieur. Oui, Georges Mandel a été tué, a été assassiné parce qu'il était juif. Parce que la France, ce magnifique pays, cette magnifique république, son histoire nous démontre qu'en 5 minutes, elle change de visage. Pendant des années, elle peut faire vos éloges. Vous avez des laudateurs partout, dans des livres, dans des émissions de télé ou dans des journaux. Et tout d'un coup, en 5 minutes, vous êtes un traître. Et là, on vous tue comme un chien. Oui. Georges Mandel, Louis Rothschild a été assassiné comme un chien, comme un rat dans la forêt de Fontainebleau. Malgré tout ce qu'il a fait pour la France, malgré l'ardeur qu'il a démontrée pour soutenir le drapeau tricolore, ces mêmes hommes dont il était le chef l'ont assassiné. Oui. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Alors il a eu le droit de la part de la République à une avenue, l'avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement. J'habitais pas très loin il y a pas très longtemps. Donc je connais bien Georges Mandel, puisque tous les jours avant de prendre le métro, je voyais sa plaque, juste en face de la mairie du 16e arrondissement. C'est triste. C'est très triste. Et oui, à force de cacher son identité, tôt ou tard, quand les choses se compliquent, ça ressort. Et de grands patriotes, vous passez par un grand traître qui ne méritait même pas le respect de ceux qui vous tuent, c'est-à-dire qui vous tuent droit dans les yeux. Non. 16 balles dans le dos. Ah, c'est dur, hein. Alors je continue, monsieur Gérald Darmanin. Je continue. Vous savez que votre mentor politique, monsieur Nicolas Sarkozy, a écrit une biographie sur Georges Mandel. Ouais, une biographie prémonitoire, hein, c'est en 1994. Alors, le pauvre Sarkozy, brillant avocat, brillant homme politique, mais piètre écrivain, puisque certains ont démontré qu'il n'avait pas écrit le livre, il l'avait plagié. Voilà, il a fait du plagiat d'un livre qui avait été écrit en 1969. Ouais, c'est terrible hein, quand on devient président de la République et puis qu'on vous dit ah monsieur Sarkozy, finalement vous savez pas écrire, hein, vous avez plagié un livre qui a été écrit en 1969. Alors en plus on dit que vous avez financé votre campagne électorale de 2007 avec l'argent des Libyens, avec l'argent du sang du colonel Kadhafi que vous avez fait assassiner. Et la roue elle tourne, hein. Attention, hein. Monsieur Gérald Darmanin, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Vous avez vu quand on joue avec la mémoire des morts, ce que ça fait? Il faut être dans le vrai, il faut être authentique. Parce que si vous n'êtes pas dans le vrai et vous n'êtes pas dans l'authentique, tôt ou tard, la roue elle tourne et c'est terrible.
Est-ce que vous auriez imaginé que votre mentor aurait un bracelet électronique, serait jugé par la justice de son propre pays dont il était président comme un vulgaire petit délinquant et j'en ai croisé des délinquants à la prison de Fresnes, vous savez, à 2 reprises. Eh oui, un président traité comme un vulgaire délinquant. Ça fait mal, hein. Monsieur Gérald Darmanin, méditez à la fois le sort qui était réservé à au précédent locataire au ministère de l'Intérieur à Place Beauvau, donc Georges Mandel, et aussi le sort qui est réservé en ce moment même où je vous parle à un autre locataire de la Place Beauvau qui était, avant d'être président de la République, ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Donc vous avez 2 exemples d'anciens ministres de l'Intérieur, de culture hébraïque, c'est-à-dire nos cousins hébreux, qui tous les 2 ont mal fini. Un qui s'est fait assassiner par 16 balles dans le dos, et un autre qui est traîné dans la boue par la justice de son propre pays dont il était le chef. Fait réfléchir quand même, hein. Alors, je poursuis. Est-ce que vous connaissez Léon Blum? Bien sûr, vous connaissez Léon Blum. C'est le fameux chef du Front populaire qui a remporté les élections en 1936. Et vous savez que le nouveau Front populaire qui a été mis en place par Jean-Luc Mélenchon s'inspire directement de Léon Blum, qui a remporté les élections, disais-je, en 1936. Et Jean-Luc Mélenchon voudrait rassembler toutes les forces de gauche pour réaliser le même exploit que celui qu'avait accompli le grand Léon Blum. Comme vous le savez, Léon Blum, et comme Georges Mandel et Nicolas Sarkozy, un cousin, donc nos fameux cousins hébreux qui parfois sont méchants avec nous, même si il fut un temps où il y avait une complicité intellectuelle entre le grand philosophe juif Maïmonide et le grand philosophe musulman Ibn Rushd, le fameux Averroès en version latine. Mais c'était il y a longtemps, au XIIe siècle. Peut-être que ça va revenir. Alors, notre ami Léon Blum, grand intellectuel, grand critique littéraire, grand critique dramatique. On disait, avant 1914, que Léon Blum était le plus grand critique à la fois littéraire et de théâtre. Car, bourgeois qu'il était, il était très attaché non seulement à la vie de l'esprit, mais à la vie des gens. Il était très sensible à la condition ouvrière. Et à partir de 1914, il s'est engagé à fond pour défendre les citoyens les plus fragiles de la société française. Et c'est la raison pour laquelle il a pris la tête de l'ancien Parti socialiste, c'est-à-dire la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, pendant 20 ans, de 1920 à 1940. Vous savez que Léon Blum, le grand Léon Blum, à 2 reprises, il a été chef du gouvernement. À l'époque, on disait président du Conseil, donc en 1936 et en 1946. Et oui, à 10 ans d'écart, il a été chef du gouvernement français. Joli exploit, il faut le dire. Et je vous le souhaite à vous aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu? C'est-à-dire à partir de 1940, c'est-à-dire à partir du moment où la France a perdu la guerre contre l'Allemagne. Vous savez, en à peine 40 jours, la France s'est pliée. Elle s'est mise à genoux devant la force militaire extraordinaire qu'avait mis en place Hitler à partir de 1933. Et le grand Léon Blum a été emprisonné. Vous imaginez? Alors lui, c'est pas pour corruption ni pour plagiat. Non, lui, on peut dire que c'est un très grand monsieur et jusqu'à la fin de sa mort en 1950, c'est resté un très grand monsieur, un grand philosophe, un grand sage et un grand humaniste. Alors vous avez écrit un livre sur le séparatisme musulman, je ne sais pas si ça va rester dans l'histoire, mais lui, il a écrit un très beau livre qui met en avant l'humanité, c'est-à-dire ce qui rassemble les humains. Et son livre s'appelle « À l'échelle humaine ». Et vous savez pourquoi il a écrit ce très beau livre, en dépit de ses années bourgeoises en tant que critique littéraire et critique dramatique?
c'est parce qu'il a vécu les affres de la prison. Il y a une énorme différence entre ceux qui ont vécu toute leur vie libre et ceux qui ont fait un passage en prison. Et Monsieur Léon Blum, je tiens à vous le rappeler, Monsieur Gérald Darmanin, a été, avec Monsieur Georges Mandel, votre prédécesseur à la place Beauvau, dans les camps de Buchenwald. Eh oui. Bon, ils étaient dans une petite maison, mais c'était à quelques mètres de là où il y avait une partie des 6 millions de Juifs qui ont été dans les chambres à gaz. Et vous savez que très peu sont revenus. Et il y a 76 000 Juifs qui étaient français, qu'on a dénaturalisés. Le maréchal Pétain, vous savez, une petite signature a dénaturalisé 76 000 Juifs et il les a envoyés se faire gazer en Allemagne ou en Pologne. Donc, Monsieur Léon Blum a vécu des heures terribles avec Georges Mandel. Et vous savez pourquoi ils ont été emprisonnés? Ils ont été emprisonnés car le grand vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain, a décidé de les arrêter, de les poursuivre en justice et d'organiser un simulacre de procès. C'est le fameux procès Riom, R-I-O-M, ou Riom. Ça se trouve dans le Puy-de-Dôme, pas très loin de Clermont-Ferrand. Oui, le maréchal Pétain voulait que ces grands hommes politiques de la Troisième République soient jugés pour, comment dirais-je, pour dire que c'était eux les responsables de la défaite de 1940. Bien sûr, il avait oublié qu'il était ministre de la guerre en 1934, Monsieur Pétain. Mais donc, alors, il a demandé aux juges, il a mis en place une cour spéciale de justice, de leur dire, voilà, vous allez poursuivre en justice tous ces grands hommes politiques à partir de 1936. Comme ça, évidemment, il n'était pas ministre, donc on ne pouvait pas le juger en tant qu'ancien ministre. Et c'est la raison pour laquelle le grand Léon Blum, en tant que chef du gouvernement à partir de 1936, le grand Georges Mandel en tant que ministre de l'Intérieur, et même Paul Reynaud, un grand ministre, un ancien président du Conseil, et écoutez-moi bien, même le président de la République française de l'époque, Monsieur Lebrun, a été poursuivi en justice. Ah, les Français, ils sont forts, hein. Bon, ça ressemble un tout petit peu à ce qui s'est passé en Algérie en 2019, mais c'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le grand Léon Blum, il est tellement doué, il est tellement brillant, vous savez, ça sert à quelque chose de faire des études de philosophie et d'être critique d'art et critique dramatique, qu'il a réussi à convaincre les juges qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme responsables de la défaite de 1940 face aux Allemands. Et pour une raison très simple, c'est quand il était à la tête du chef du gouvernement en 1936, il a voté des crédits militaires très importants pour se préparer à une éventuelle guerre contre les Allemands. Donc le grand Léon Blum, avec un grand avocat, qui s'appelle Félix Gouin, qui est devenu président du Conseil à son tour, ont réussi à renverser la vapeur et le maréchal Pétain était très fâché, et pas que lui d'ailleurs, même Hitler qui voulait que ces grands hommes politiques français soient jugés, condamnés pour avoir provoqué la guerre. Extraordinaire, hein? Mais ça n'a pas marché. Alors le maréchal Pétain, qui n'était pas content du déroulement du procès qui était public, a décidé de suspendre les procès de Riom. Incroyable, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le maréchal Pétain? Alors, le maréchal Pétain, il était fâché. Et là, il a voté, comment ils appellent ça? Allez, ça s'appelle l'acte constitutionnel numéro 7. Il a dit, hey, mais attends, il n'y a plus de juge, il n'y a plus rien, c'est moi, le maréchal Pétain, qui vais juger ces personnes-là. Et il a jugé que ces personnes devaient être condamnées à perpétuité dans un fort, c'est-à-dire dans un endroit très bien fermé. Et c'est là où ces grands hommes politiques français de la Troisième République ont été enfermés. Et ensuite, à partir de 1943, ils ont été envoyés à Buchenwald, donc normalement pour être, vous savez quoi, gazés, comme 6 millions de Juifs, dont 76 000 Français que ce même maréchal Pétain avait dénaturalisé sur une simple ordonnance, petite ordonnance. Hey, vous n'êtes plus français. Donc vous avez compris le message, mes chers compatriotes algériens. Ne vous faites aucune illusion
sur la France en 2 temps 3 mouvements et vous ne serez plus français. Et après, ou bien on vous expulsera, ou bien on vous emmènera dans la version moderne des chambres à gaz. Alors que dire à monsieur Gérald Darmanin? J'espère que vous avez compris le message. Georges Mandel, Léon Blum, ils ont mal fini. Hein. Donc Léon Blum, il a eu de la chance, parce qu'en 1945, il a pu être libéré. Il a eu de la chance. Mais Georges Mandel, non. Le 7 juillet 1944, il a été assassiné par des anciens policiers dont il était le chef. Je ne sais pas si vous avez compris mon message en abordant ce chapitre douloureux et terrible de l'histoire de France. Ne faites pas du zèle. Là, je vous ai entendu dire que vous étiez d'accord avec monsieur Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui veut remettre en question le droit du sol. Il l'a déjà remis en question à Mayotte. Monsieur Bruno Retailleau veut aussi supprimer les commissions ad hoc pour expulser rapidement les étrangers qui ne respecteraient pas, on va dire, la France, qui cracheraient sur la France, pour reprendre votre expression. Ne faites pas trop de zèle, car à ce jeu-là, vous risquez de finir comme Léon Blum ou notre ami Mandel, ou comme Georges Mandel. Faites très attention, parce que quoi que vous fassiez, on vous rappellera toujours que vous vous appelez Moussa. Même si vous êtes baptisé catholique, même si vous avez été dans une école catholique, même si vous avez fait un mariage catholique, quand les choses se compliqueront en France, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, on vous rappellera aux bons souvenirs de vos origines. D'ailleurs, vous les avez rappelés vous-même lorsque vous avez été obligé de démissionner de votre poste de ministre de l'Intérieur. Donc faites très attention à ne pas faire trop de zèle, ça risque de se retourner contre vous et vous pourriez connaître le même destin que l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien ministre de la République, Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui, d'ailleurs c'est même vous, oui, c'est vous le ministre de la Justice, donc c'est vous qui êtes responsable du bracelet électronique dont un juge l'a superbement bien décoré. Alors vous savez, moi j'ai l'habitude d'aller en prison, 4 prisons en Algérie, 2 prisons en France. Donc moi, retourner en prison, ça me dérangera pas. Mais quand on est ministre ou président de la République, c'est un peu plus dur quand même. Bon, courage à vous. Même si vous êtes courageux, vous êtes ambitieux, mais n'allez pas trop vite parce qu'à ce jeu-là, vous risquez de perdre gros. Tahia al-Jazair. Allah yarham shuhada wa barakallahu fikum inshallah.